Bonjour à tous. Bien, nous sommes aujourd'hui le mardi 28 janvier 2020. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par le rapport sur les inégalités qui a été produit par Oxfam et qui montre que dans le monde, les inégalités entre les populations continuent de s'accroître. Aujourd'hui, par exemple, 1% des humains détiennent autant de richesses que les 90% les plus pauvres, ou bien les 2153 milliardaires en dollars détiennent à eux seuls, à 2153, 60%, autant que 60% de la population. Et en France, 7 milliardaires détiennent autant que les 30% de la population les plus pauvres. Alors vous allez me dire comment cet enrichissement permanent et croissant est possible. Tout simplement qu'ils ont mis en place un système, on va dire, international qui leur permet à la fois de ne pas cotiser sur leurs revenus et à la fois de ne pas cotiser sur leur héritage. C'est-à-dire finalement qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils ne participent pas aux contributions de l'ensemble de la population. C'est ainsi que, par exemple, l'impôt sur la fortune dans le monde ne contribue que pour 4% de la fiscalité mondiale. Hein. Vous avez des gens qui ont 90% de la richesse mondiale et ils ne cotisent que pour 4%. Voilà. Eh bien, en France, finalement, la réforme des retraites illustre assez cette démarche. Par exemple, dans la réforme des retraites, Macron a prévu que les 300 000 personnes qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, eh bien, au-delà de 10 000 euros, ils ne cotiseront plus à 28%, mais ils cotiseront que sur la base de 2,8%, c'est-à-dire des cacahuètes, quoi. Vous imaginez que c'est des revenus importants qui vont manquer et qui manquent pour l'équilibre financier du système des retraites. Il faut dire que Macron est coutumier du fait, puisque par exemple, il vient de graver dans le marbre le CICE, il y a 2 ans, hein, le fameux crédit impôt compétitivité, emploi, et qui permet finalement d'exonérer de cotisations les entreprises à hauteur de 23 milliards de recettes. Donc vous imaginez bien que ces contributions, elles manquent de manière permanente à l'équilibre financier des retraites. Et alors que c'est la justification avec laquelle aujourd'hui ils sont en train de parler d'âge pivot ou d'âge d'équilibre, enfin, en fait le fait de retarder l'âge où on peut prendre sa retraite, bien, il y aurait tout à fait des façons très simples de régler la question du financement des retraites. J'en vois au moins 2. La première, c'est d'arrêter ces exonérations fiscales et patronales qui en tout coûtent à la nation 50 milliards de recettes. Et puis, la deuxième, c'est d'introduire un impôt sur les revenus du patrimoine et les revenus financiers. Cet impôt très simple pourrait rapporter une trentaine de milliards. Mais il faut dire que ce n'est pas du tout le projet de Macron aujourd'hui auquel les Français s'opposent. 61% des Français sont contre ce projet de réforme. Ils ont bien raison et il pourrait y en avoir bien plus parce que finalement, c'est une retraite peau de chagrin qui sera versée aux générations qui naissent, qui se mettent au travail dans les années à venir, si on laisse faire. Parce qu'on est passé des 10 meilleures années pour le calcul de la retraite aux 25 meilleures années pour le calcul de la retraite, et maintenant on va prendre les 43, j'allais dire, meilleures années. Autant dire que dedans, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 5 millions de personnes qui sont privées d'emploi, autant dire que dedans, il y aura un paquet d'accidents, il y aura des revenus faibles, ceux du début de carrière, plus classiquement plus faibles qu'en fin de carrière, et puis il y aura tous les accidentés de l'emploi qui sont aujourd'hui nombreux, je le disais, 5 millions de personnes. Alors il y a urgence de continuer de se battre, parce que on est le 28 janvier, le gouvernement maintient sa réforme des retraites, mais la rue, les organisations syndicales, les organisations politiques continuent la bataille. Et personne ne peut prédire véritablement ce que va donner le résultat de cette bataille. D'ailleurs,
Dernièrement, le Conseil d'État vient de donner un très mauvais point au gouvernement en disant que ce projet de réforme était littéralement bâclé, il faut le dire comme ça. La rue continue de se battre. Il y a encore des bagarres dans les entreprises. Il a fallu renouveler les formes parce que pour certains, 50 jours de grève, c'est extrêmement épuisant, mais c'est encore possible. Et c'est encore possible. Et donc la première urgence, elle est de continuer la bataille, de faire ce que nous avons commencé et continué de faire, c'est-à-dire s'engager dans la rue, s'engager sur des actions spectaculaires, bloquer des éléments du pays et continuer donc à s'opposer à cette réforme. Et puis la deuxième urgence, me semble-t-il, c'est de créer des perspectives politiques pour que ces batailles sociales, elles trouvent des débouchés politiques. Il ne faudrait pas se retrouver en 2022 comme on s'est trouvé en 2016-2017, avec finalement l'impossibilité de choisir entre autres choses que Macron et Le Pen. Et pour ça, il faut créer un rassemblement plus large, il faut œuvrer à ce rassemblement. Et sachez que le Parti communiste, et le PCF 71 en particulier, œuvrent à ce rassemblement et contribuent à ce rassemblement en saisissant toutes les opportunités pour que des écologistes aux socialistes, en passant par les insoumis, il puisse y avoir un travail politique de co-construction d'une perspective nouvelle. Et on espère que, à travers les municipales, puis plus sûrement encore à travers les luttes et à travers les élections à venir, une telle perspective s'ouvre. Voilà, je voulais vous laisser avec ce petit sentiment d'optimisme. La lutte peut payer et le rassemblement est indispensable. À bientôt.